Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne VetinWeb. Ce soir, nous allons parler du chat, comment l'accompagner dans les soins, dans le stress, tout ce qui est morsure, griffure, etc. Et pour cela, on va avoir le plaisir d'avoir avec nous le docteur vétérinaire Alexandra Lyonnais qui va nous parler de ce sujet. Vous pourrez tout au long de la conférence poser vos questions dans l'onglet chat. Le docteur y répondra à l'issue de la conférence. Si les questions sont trop nombreuses, on y répondra par écrit également dans les jours qui suivent. La conférence en ligne est enregistrée, donc vous aurez un replay que vous recevrez par email également, le lien à l'issue de la conférence. Donc voilà, Alexandra, je vous laisse la parole. Bonne conférence à vous et à tout à l'heure. Je vous remercie. Alors déjà, je vais vous partager mon écran et je me présenterai. Hop. Et hop, donc comme l'a dit Esther, ce soir on va parler des soins chez le chat et on va essayer d'assouvir le rêve de nombreuses personnes qui est de pouvoir soigner son chat sans stress. Donc on va discuter des différentes techniques pour améliorer son bien-être et faciliter les soins. Donc je le répète, comme Esther a dit, donc je suis docteur Alexandra Lyonnais, je suis médecin vétérinaire et je suis résidente en médecine du comportement. J'ai un exercice exclusif en médecine du comportement depuis plusieurs années maintenant. Donc je fais différentes choses, mais c'est vrai que les soins coopératifs, l'entraînement médical, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour moi. J'ai commencé à m'y intéresser avec mon chien, avec mon bosseron, que vous voyez là sur la photo. J'ai coupé le son parce que c'est pas très utile que vous l'ayez. Mais donc Ben, quand j'ai dû faire son vaccin pour ses 1 an, ça a été très dur pour lui. Il était très très stressé, il s'est débattu. On a insisté dans le soin. A posteriori, je me dis qu'on n'aurait peut-être pas dû, mais on en rediscutera après. En soi, ça l'a pas traumatisé. Je pense qu'il était tellement stressé qu'il a même pas senti l'injection. Mais je suis quand même ressortie de là en me disant, moi, je ne veux plus avoir ce genre d'interaction avec mon chien et je voudrais surtout pas mettre à mal la relation que j'ai avec lui. Et donc, j'ai commencé à me former et à m'intéresser à ces sujets-là. Et donc ça, la vidéo que vous avez vue et que je vais repasser, c'est 1 an après. Donc Ben, il a appris à monter sur cette petite plateforme et l'idée, c'est que quand il monte dessus, il m'autorise à faire le soin. Et donc là, vous voyez, il est plutôt content, un peu excité parce qu'il sait qu'il va avoir à manger. Mais voilà, il n'est pas descendu de la plateforme. À la fin, si, parce que j'ai bougé, mais on voit à la toute fin de la vidéo, il remonte dessus gaiement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec le chien et aussi avec le chat. On ne va pas rentrer dans des techniques aussi compliquées ce soir. On va déjà faire une belle introduction à l'entraînement médical. Mais ces techniques, elles sont vraiment hyper intéressantes pour réduire le stress du chat, mais aussi pour renforcer la relation que vous avez avec lui. Si jamais vous partagez sur vos réseaux ce soir, n'hésitez pas à nous identifier, que ce soit à myvetshop.fr ou moi, on sera ravis d'avoir vos retours sur cette soirée. Donc les objectifs de la soirée, c'est bien sûr déjà comprendre quelle est l'importance de l'entraînement médical chez le chat. Et vous allez voir qu'il y en a auxquels on n'aurait pas forcément pensé. On va apprendre les différentes techniques pratiques pour faciliter les soins et on va découvrir les astuces pour réduire le stress lors des visites médicales qui sont particulièrement anxiogènes pour le chat mais aussi pour son propriétaire. Donc, on va découper la soirée en plusieurs parties. La première, ce sera comment gérer l'environnement et communiquer de manière optimisée avec son chat. La deuxième, ce sera, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des modifications comportementales qu'on va pouvoir mettre en place. Et comme je viens de le dire, on parlera à la fin du cas particulier de la visite médicale. Donc, l'entraînement médical, qu'est-ce que c'est? L'entraînement médical, c'est apprendre à son animal à coopérer lors des soins, de manière très simplifiée. C'est très, très intéressant, et notamment chez le chat. Pourquoi? Parce que le chat, c'est pas un chien. Je sais que je vous apprends rien. Mais le chat n'est pas un petit chien. Il va avoir ses spécificités d'espèce, et notamment une grande fragilité, notamment d'un point de vue sensibilisation. La sensibilisation, c'est quoi? C'est une augmentation de la réponse de peur suite à l'exposition répétée à des stimuli de l'environnement. Pourquoi le chat va avoir tendance à se sensibiliser plus qu'un chien? Parce que le chat, alors dans la nature, c'est un prédateur. On a tous cette image du chat qui va ramener sa petite souris, son petit oiseau qu'il a chassé. Mais on peut aussi avoir cette image du chat perché dans un arbre qui se fait aboyer dessus par un chien. Parce que le chat, c'est aussi une proie. Et le fait que ce soit une proie,
en plus d'être une espèce prédateur, ça va avoir un impact sur son comportement et sur la physiologie aussi de son comportement. Donc, par exemple, si le chat il va entendre un bruit qui pourrait s'apparenter à un chien qui arrive en courant, par exemple, c'est pas forcément intéressant pour lui d'attendre et d'analyser la situation. Il vaut mieux pour lui qu'il se barre et qu'une fois qu'il est en sécurité, éventuellement il analyse. Mais il faut qu'il puisse partir très 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 vite. Et cette particularité-là fait que le chat, et notamment dans des contextes de soins, il va présenter des réponses de peur de plus en plus tôt dans le parcours du soin. Donc, au début, le chat va par exemple avoir peur quand on va essayer de couper la griffe, par exemple, parce que le bruit du coupe-griffe est désagréable. Si on l'a pas bien fait, il y a une forte probabilité pour que la fois d'après, vous puissiez même plus toucher la patte. Et ça va s'aggraver au fur et à mesure, et de plus pouvoir toucher la patte, vous n'allez plus pouvoir le porter, vous n'allez plus pouvoir l'approcher, etc., 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 etc. Le chat, c'est aussi un animal territorial qui va très peu, en général, sortir de son territoire. Les seules fois où on va mettre le chat dans la caisse, c'est souvent pour aller chez le vétérinaire. C'est pas comme le chien qui va faire sa petite balade de quartier pour la majorité 2 fois par jour, 2-3 fois par jour. Le chat, quand il sort, il sait que c'est pas quelque chose qui va être agréable. Que ce soit la voiture pour aller en vacances, et en général, beaucoup de chats n'aiment pas, ou alors encore pire pour aller chez le véto, tout de suite, le chat va se mettre dans une optique de stress, et ça va pas du tout nous aider pour les consultations. Après la fragilité de l'espèce, il y a aussi la fragilité individuelle. Et ça, c'est quelque chose que je répète dans tous les contextes, et pas seulement intéressant dans le contexte de soins. C'est intéressant dans toutes nos interactions, que ce soit avec nos chiens ou avec nos chats, ou avec nos chevaux, ou même entre nous humains. On ne va pas tous gérer les situations de la même manière. Je suis sûre que ceux qui ont plusieurs chats, par exemple, savent parfaitement qu'ils ne vont pas communiquer de la même manière entre leurs différents chats. Il y en a qui vont être plus câlins que d'autres, il y en a qui vont être plus gourmands que d'autres, il y en a qui vont être plus apeurés que d'autres. Et donc, on va intuitivement souvent s'adapter à ça. Dans ce contexte de contact et de manipulation, notamment pour les soins, j'ai représenté ça pour la soirée de ce soir avec l'allégorie de la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les petites gouttes d'eau, c'est tout ce qui va être stimuli environnementaux dont on parlera plus en détail après. Et le vase qui va être en fait la capacité individuelle de l'individu à gérer ces stimuli. Ça se voit aussi entre nous humains, entre frères et sœurs, par exemple, face à la même situation. On ne va pas savoir gérer les choses de la même manière. Il y en a qui vont se laisser déborder plus que d'autres. Et ça, c'est très, très important à garder à l'esprit. J'y reviendrai plus en détail après. Donc, les bénéfices de l'entraînement médical, bien sûr, on va réduire le stress. Pour l'animal, d'une part, parce qu'on va rendre le soin prévisible et on l'aura préalablement associé à quelque chose de potentiellement agréable pour lui comme des friandises, mais aussi pour le propriétaire et le professionnel. Il y a énormément de propriétaires de chats qui repoussent les consultations chez le vétérinaire parce qu'ils savent que leur animal va potentiellement être agressif et donc c'est des animaux qui ne vont pas être soignés. Donc on en vient directement à notre bénéfice numéro 2, c'est que les soins sont facilités. Que ce soit la coupe de griffe à la maison ou les soins médicaux chez le vétérinaire, on va pouvoir tout simplement réaliser le soin, ce qui ne serait pas forcément possible sans entraînement. C'est un gain de temps, on va pouvoir aller plus vite, et le fait d'aller plus vite, ce n'est pas seulement intéressant dans un point de vue d'optimisation de notre planning, mais c'est aussi pour l'animal, ça veut dire qu'on va le mettre dans une situation potentiellement instable moins longtemps. Et surtout, ça va permettre d'améliorer sa santé. Parce qu'en fait, quand vous avez un animal qui est stressé, et notamment chez le vétérinaire, vous allez avoir une modification de nombreux paramètres biologiques. Très simplement, par exemple, si un chat se débat, sa température corporelle, elle va augmenter. Donc, vous n'allez pas savoir est-ce qu'il a de la température parce qu'il est stressé et qu'il s'est débattu, ou est-ce qu'il a de la température parce qu'il a une infection et qu'il faudrait la traiter. Vous allez avoir une augmentation du glucose sanguin. Quand on est stressé, on a une mobilisation du glucose, une sécrétation de cortisol, le rythme cardiaque va augmenter, le rythme respiratoire aussi, et donc
vous allez avoir tous ces paramètres qui vont être modifiés et on ne va pas savoir si c'est lié au stress ou si c'est lié à une maladie sous-jacente qu'on pourra du coup plus difficilement identifier. Ça va nous permettre aussi de réaliser des examens complémentaires, par exemple tout simplement une radio. Si je sais pas, on a un doute sur une patte cassée ou autre, si l'animal est très stressé et qu'on ne peut pas faire la radio, c'est une perte pour lui de chance de guérir au mieux, parce qu'il faudra éventuellement soit l'anesthésier, mais c'est pas toujours possible. Si l'animal a un problème cardiaque, par exemple, on va être un peu coincé. Et on va pouvoir réaliser plus rapidement les examens. De manière très très simple, comment on va faire pour aider le chat à accepter les soins? On va soit, d'une part, essayer de diminuer le nombre de gouttes, soit augmenter la taille du vase. Je vous demande d'avoir un petit peu d'ouverture d'esprit. Là, on est dans une analogie où on peut augmenter la taille d'un vase. Voilà, je sais que ça peut poser problème à certains, mais ce soir, on va être cool. Donc, comment réduire le nombre de gouttes? En fait, en essayant de contrôler l'environnement et en communiquant le mieux possible. Donc, contrôler l'environnement à la maison, c'est pour le chat quelque chose qui est très très important et pas uniquement dans un contexte de soins. Là, on va prendre ça comme exemple aujourd'hui. Mais comme le chat est un animal territorial, son territoire a beaucoup d'importance pour lui. Et donc, chaque petit stimuli, donc chaque petite goutte qui va se rajouter à son vase, vont s'additionner et peuvent prédisposer à développer des troubles du comportement. Un chat qui vit avec 15 autres chats, il aura très certainement plus de chances de devenir anxieux qu'un chat qui vit tout seul, par exemple. Et donc, ces petites gouttes, elles vont s'accumuler et c'est un petit peu l'image du moustique qui va vous tourner autour. Vous allez accepter une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, ça commence vraiment à devenir agaçant. Là, j'ai repris de manière très schématique les 5 sens du chat. Les bruits, ça peut être potentiellement des stimuli stressants pour lui. Le chat a une ouïe qui est bien plus développée que la nôtre. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on va essayer de contrôler cet environnement. Il ne faut pas le contrôler à notre hauteur d'humain à nous. Il faut le contrôler en essayant de se mettre à la place du chat. Notre ouïe à nous, elle va entre à peu près 20 et 20 000 Hertz. Chez le chat, ça va jusqu'à 60 000. Donc, il va entendre des bruits que nous, on n'entendra jamais. Donc voilà, il faut juste garder cette ouverture d'esprit-là. Pour les odeurs, c'est pareil. Le chat a 3 fois plus de cellules olfactives que nous. Il est très sensible au goût. Alors, il a un goût moins développé que le nôtre, mais il aime vraiment pas le goût amer. Et malheureusement pour nous, les médicaments souvent sont amers. Donc, ça peut poser un problème quand on va essayer de leur faire prendre des médicaments. Dans la vue, alors le chat a une vue qui est bien moins performante que la nôtre. En tout cas, dans l'acuité visuelle. On pense que le chat voit net à peu près 75 cm, ce qui est vraiment peu de choses. Et donc, quand il voit quelque chose passer au loin, il ne saura pas forcément tout de suite si c'est une menace ou pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une proie et donc le doute, pour lui, il n'a pas trop le droit. Qu'est-ce que ça peut être une présence menaçante ou un passage excessif? Notamment si vous avez des enfants. Donc, si vous allez vous mettre dans un contexte de soins et préparer une séance d'entraînement et que vos enfants sont en train de courir dans tous les sens, de crier, ça peut être très, très anxiogène pour le chat. C'est aussi le cas pour d'autres chats. Si vous avez plusieurs chats à la maison et que vous essayez d'en faire un entraînement avec un et qu'il y a l'autre qui va passer, aller, etc. Et vous allez voir comme c'est le cas chez moi. Moi, j'ai 3 chiens. On en reparlera plus pendant la vidéo, mais la présence de mes chiens peut être aussi très anxiogène pour mon chat. Il y a la manipulation avec le sens du toucher. Ça, j'y reviendrai aussi juste après. Ça, c'est les stimuli externes de l'environnement. Il ne faut pas oublier les stimuli internes, notamment la douleur. Et c'est pour ça que commencer un protocole d'entraînement médical quand le chat est déjà malade, forcément, ce n'est pas une très bonne idée parce qu'il y a déjà une goutte dans son vase. Donc, on va essayer vraiment de travailler avec le moins de gouttes possible. Et donc, vous l'aurez bien compris, l'idéal pour commencer un protocole d'entraînement médical, c'est avant qu'il y ait un problème. Certainement pas si le chat a déjà une conjonctivite, par exemple, et qu'on veut apprendre à lui mettre des gouttes dans l'œil, ça va forcément compliquer le travail. Il n'y a pas que la douleur comme stimuli interne. Vous pouvez avoir un chat qui a faim, qui a soif, qui a envie de faire ses besoins. Enfin voilà, tout ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Certainement ne pas affamer votre chat avant de faire la séance d'entraînement. C'est vraiment pas une super idée. Ce qui va être super important pendant ces séances d'entraînement, c'est de bien respecter l'état émotionnel de votre chat. De manière
archi schématisé, on peut s'imaginer qu'on a 3 niveaux d'état émotionnel. Un vert, un orange, un rouge. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour le chien, c'est vrai pour nous, voilà. L'état émotionnel, le niveau d'état émotionnel vert, c'est vraiment quand on est bien. C'est très honnêtement pour nous qui ont la chance de vivre en France, on est quasiment tout le temps dans le vert. Le orange, en tout cas le début du orange, c'est un début d'inconfort. Donc par exemple, avant un rendez-vous chez le banquier, ou ça peut même être un inconfort potentiellement positif dans certaines situations, avant un rencard par exemple. Voilà. Le rouge, c'est quelque chose qu'on rencontre très peu nous dans nos vies. Et quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, forcément, ce sera différent. Mais nous, voilà, ça peut être un deuil, ça peut être voilà, quelque chose de très grave pour nous. La taille du vase, c'est ça qu'elle va déterminer. C'est l'étendue de nos différents niveaux d'état émotionnel. Et quelqu'un qui a un vase moins important, qui a une contenance plus petite, en fait, son orange va arriver bien plus vite. Et donc, on va pouvoir faire des manipulations bien moins longues. Le chat aura bien moins de patience et va déclencher beaucoup plus vite. Donc, c'est très important pour nous d'essayer de nous repérer un petit peu et à chaque étape, nous demander, bah là, dans quel état émotionnel est mon chat? Comment on va faire ça? Bien sûr, c'est la question. On va pouvoir repérer différents signaux. Il y en a plein. Là, j'ai mis, moi, mes préférés et je trouve les plus lisibles. Je ne les ai pas hiérarchisés parce que je trouve qu'en grande majorité, ça dépend quand même de l'individu et du chat. Mais chez le vétérinaire, en tout cas, des premières choses qu'on ressent, je trouve, c'est la tension corporelle. Donc la peau est tendue, les mouvements sont un peu plus saccadés, le chat est clairement moins à l'aise. C'est un petit peu vous quand le médecin vous touche, quoi. Hein. Clairement, vous n'allez pas réagir de la même manière que quand c'est votre compagnon qui vous touche. Forcément, le geste est très différent. On peut avoir des petits tressaillements de peau, des petits sursauts. L'orientation des oreilles et des vibrisses peut changer, donc on va aller vers l'arrière. On peut avoir une mydriase partielle. Donc la mydriase, c'est la dilatation de la pupille, donc on trouve que l'œil est noir. Au début, elle va être partielle, et puis au moment de l'attaque, elle va vraiment être complète. Des petits miaulements plaintifs. Moi, je sais que quand je suis dans un contexte de soins, donc actuellement, je fais plus de médecine générale, sauf sur mes patients vraiment compliqués, mais quand je faisais encore des vaccins ou des consultations de médecine générale, le signal d'inconfort que j'avais toujours à l'esprit, c'était le fouaillement de la queue. Le fouaillement, c'est vraiment un mouvement très saccadé de la queue. Et donc, par exemple, je pouvais faire mon vaccin. Souvent, j'allais peser le chat. Et c'est quand je le portais pour le ramener sur la table ou vers sa caisse que là, je voyais la queue qui commençait à faire comme ça. Et là, on peut se dire que, justement, les feulements et les coups de patte sont pas très loin. Donc, pour vous illustrer ça, sur la petite vidéo en haut à gauche, on voit alors ce mouvement de queue. Chez ce chat-là, il n'est pas apeuré, il est juste très énervé et on le manipule pas du tout. Donc, on peut supposer que si on y allait, il pourrait éventuellement être pas très patient. Mais là, le mouvement de la queue est encore assez souple. Quand c'est dans un contexte juste avant le déclenchement, c'est vraiment bien plus saccadé, un peu comme une pendule, comme un moment pendulaire. Sur la vidéo de droite, donc vous avez des tressaillement de peau, alors là, on est quasiment à ce qu'on appelle le rolling skin syndrome. C'est bien plus subtil que ça, normalement. Je vous ai mis cette vidéo-là parce que ça se voit bien par vidéo et ça vous donne une idée. Mais voilà, c'est typiquement, on va poser la main sur le chat pour le porter et sa peau, elle va faire ces petits soubresauts-là. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on décrit chez le chat, c'est ce qu'on appelle le champ d'agression. Alors, c'est quelque chose, encore une fois, de schématique, mais c'est pas inintéressant de le garder à l'esprit malgré tout. Le champ d'agression, c'est quoi? C'est une sorte de bulle qui, si on s'introduit dans cette bulle, va déclencher une agression. Au début, et donc par exemple, je vous prends un contexte de consultation, la bulle, elle est interne au chat. Donc, en fait, on va aller toucher cette bulle, par exemple, en faisant un vaccin, puisqu'on va s'introduire à l'intérieur du chat. Et dès qu'on va toucher cette bulle, hop, elle va se dilater un petit peu. Donc là, vous voyez, par exemple, on a fait le vaccin, la bulle s'est dilatée, donc on a eu une goutte, on va retoucher le chat, par exemple, pour le porter et le peser, 2 gouttes, on voit que le champ se dilate encore, on va prendre le chat et le remettre dans sa caisse. Et souvent, en consultation vétérinaire, c'est à ce moment-là que le chat va déclencher.
quand on le remet dans sa caisse, on va juste refermer la porte. Et en fait, le fait de refermer la porte de la caisse, c'est à ce moment-là que le chat va agresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si on l'a plus touché, on est rentré dans cette bulle. Et cette bulle, même si elle est extérieure au chat, elle va quand même pouvoir déclencher une agression. C'est vrai pour absolument tout, notamment les chats caressés mordeurs. C'est souvent une expression qui parle beaucoup aux gens. On va caresser le chat 1 fois, 2 fois, 3 fois, et un certain nombre de fois, le chat va se retourner et mordre. Alors qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas de signaux annonçateurs, mais en fait, la manipulation était compliquée à supporter pour le chat, et il y a cette bulle qui s'est dilatée. Donc le nombre de manipulations est très important chez le chat, et ça, il faut bien le retenir. On y reviendra tout à l'heure. Je vous fais une toute petite parenthèse sur la neurobiologie de la peur. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est super important que vous compreniez que la peur, elle est surtout physiologique avant d'être psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de non tangible. Il y a un substrat biologique à la peur. Donc là, je vous ai pris un exemple très simplifié. Mais imaginons le chat voit quelque chose qui va lui faire peur. Donc vous avez une information nerveuse qui va être transmise donc via le neurone, donc via une cellule, via un tissu, de la zone sensorielle de la vue jusque en gros le centre de tri du cerveau qu'on appelle le thalamus. Et selon l'urgence de la situation, cette information, elle va être transmise soit directement à l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre d'alerte, le centre des émotions. Mais c'est un peu le signal d'alerte de votre cerveau. Il peut vous dire danger. Soit si l'information n'est pas très urgente, pas considérée comme très urgente en tout cas, le thalamus va envoyer l'information au cortex et à l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire, et va déclencher ou pas une réponse de l'amygdale. D'un point de vue plus concret, à quoi ça ressemble? Par exemple, moi ce matin, je promenais mon chien. On est passé à côté d'un échafaudage et il y a eu un gros bruit, mais vraiment un gros bruit. Et j'ai sursauté, j'ai physiquement sursauté. Ça, c'est votre amygdale qui a envoyé un coup d'adrénaline et qui a dit à votre cerveau, attention, danger. Qui est donc la réponse comportementale déclenchée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je ne suis pas partie en courant juste parce qu'il y avait ce petit bruit. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, c'est mon cortex préfrontal qui a reçu l'information et qui m'a fait me dire « Attends, calme-toi, retourne-toi, regarde d'où vient le bruit, qu'est-ce que c'était ?» Et là, j'ai analysé la situation et je me dis « Ok, c'est juste un échafaudage et c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui met ma vie en danger. » C'est ça parfois qui va nous manquer chez le chat et c'est... On en revient à ce que je disais au début, le fait, sa particularité d'être une espèce proie, cette inhibition du cortex préfrontal va pas toujours pouvoir se mettre en place. Et ces petites flèches que vous voyez sur le schéma, c'est pas encore une fois quelque chose d'abstrait, ce sont des cellules qui se sont liées entre elles, qui se sont solidifiées, qui ont créé des chemins neuronaux éventuellement de plus en plus importants. À force que le signal d'alerte se déclenche, les flèches vont s'élargir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous avez ce système qui s'est déclenché un certain nombre de fois ou d'une manière très importante, cette flèche élargie, ce tissu neuronal qui s'est créé, on ne va pas pouvoir le supprimer si facilement que ça. Mais j'y reviendrai juste après. La peur, c'est une émotion qui a un rôle adaptatif. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Si ce bruit d'échafaudage, ça avait été l'échafaudage qui s'écroule, ça m'a permis d'être au courant et j'aurais pu fuir. Sinon, quel autre exemple on peut donner? Par exemple, vous vous promenez dans un quartier malfamé, il fait nuit, vous voyez 3 bonhommes arriver avec des couteaux. A priori, c'est plutôt une bonne chose que vous ayez peur. Ça va vous permettre, a priori, de survivre. Plus que si vous étiez resté là un peu naïvement. On en voit des animaux qui n'ont pas un système de peur très affûté, les chiens qui se jetteraient sous des voitures parce qu'ils ont peur, ils ne font pas trop attention à grand-chose. Là, on a une perte d'adaptabilité. Ça va potentiellement mettre la vie du chien en danger. Ce rôle adaptatif, il peut être perdu dans certains contextes si la réponse de peur n'est pas adaptée à l'environnement. Par exemple, sursauter quand c'est un bouchon de bouteille d'eau qui tombe par terre, c'est pas la même chose que sursauter quand c'est un bruit d'échafaudage. Mais ça encore, on y reviendra tout à l'heure.
Il faut faire très attention aux faux progrès, et ça, vraiment, c'est très, 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 très important. Pourquoi je vous parlais de neurobiologie de la peur? Parce que je voulais bien que vous compreniez que face à un stimulus potentiellement dangereux, on va adopter une stratégie comportementale. Donc l'amygdale, elle va déclencher une réponse comportementale qui peut être variée. On parle des 3 F, donc c'est de l'anglais, le fight, le freeze, le flight. Le fight, c'est le chat qui va se débattre, qui va agresser, qui va griffer, mordre, etc. Le freeze, c'est le chat qui va s'inhiber complètement. Et donc là, on peut voir sur la photo, c'est une photo en consultation d'un chat qui venait pas du tout pour ça, mais on peut voir que dans un contexte de clinique, il est vraiment super mal à l'aise. Il bouge plus, il a la tête contre la paroi, il fait vraiment l'autruche. Je l'ai laissé dans sa caisse justement pour, comme je voyais qu'il était déjà vraiment pas bien, de pas rajouter de petites gouttes à son vase et donc de pas multiplier les manipulations. Et donc, j'ai fait mon examen clinique dans la caisse plutôt que de devoir le porter, le sortir, le remettre, etc. Et le flight, qui est la fuite. Le plus gros problème qu'on peut avoir dans un contexte de soins, c'est que le fight et le flight, donc l'agressivité et la fuite, ça va vraiment nous déranger parce qu'on va pas pouvoir faire nos manipulations. On va pas pouvoir couper la griffe, par exemple, on va pas pouvoir le brosser, etc. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'atteinte au bien-être, elle est aussi importante, peu importe la stratégie comportementale choisie par le chat. Donc, même si votre chat, il bouge plus et il s'inhibe complètement, son niveau de souffrance, il est équivalent au chat qui aurait foutu un coup de patte. Et ça, on a un peu tendance parfois à l'oublier ou en tout cas à se dire, bon, j'ai pu faire mon soin, c'est le plus important. D'un point de vue bien-être pour le chat, c'est dramatique. Et en plus, il y a quand même un fort risque qu'un jour, il passe de l'inhibition à l'agressivité. Et une fois que vous avez cette bascule qui est faite, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement? Donc, on a essayé de diminuer le nombre de gouttes. Maintenant, on va essayer d'augmenter la capacité du vase. Le but d'une thérapie, en fait, c'est quoi? Le but d'un protocole d'habituation aux soins ou de désensibilisation aux soins, c'est quoi? Ça va être de modifier l'état émotionnel. Donc, vous allez prendre un chat qui potentiellement a une zone orange qui est envahie sur le verre et vous allez essayer de la repousser au maximum pour que le verre soit le plus étendu possible et que donc en fait sa base soit la plus élargie possible pour avoir la meilleure résilience et la meilleure le meilleur support pour recevoir les soins. Alors, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec notre petite histoire d'expérience. On ne va pas traiter de la même manière un chat qui est juste méfiant d'un chat qui a été traumatisé. Là, l'exemple que je vais vous prendre, c'est l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion. C'est pas la même chose s'il a peur de prendre l'avion parce qu'il n'a jamais pris l'avion. Par exemple, mon grand-père, quand il a pris l'avion pour la première fois, je pense qu'il avait proche des 90 ans. Et donc, forcément, c'était une expérience nouvelle et potentiellement inquiétante. Mais son traumatisme, sa peur n'était pas la même chose que quelqu'un qui aurait pris l'avion, qui aurait eu un accident d'avion et qui aurait une peur de prendre l'avion suite à ce traumatisme. Et ça va faire la différence entre un chat qui est dans un état émotionnel normal et un chat qui est dans un état pathologique. On ne peut pas prendre les choses en charge de la même manière. Vous vous doutez bien que ce qu'on va pouvoir faire avec quelqu'un qui a juste une appréhension à prendre l'avion, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a vécu un accident d'avion. Et donc, d'un point de vue théorique, on appelle ça de manière différente. Quand le chat est simplement méfiant et qu'en fait, il n'a jamais été confronté à ces stimuli, qui sont donc nouveaux, on va faire des protocoles d'habituation-conditionnement. Alors que si le chat a été traumatisé, on va faire un protocole de désensibilisation contre conditionnement. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Dans les deux cas, on va utiliser ce qu'on appelle le renforcement positif. Renforcement positif, c'est tout événement qui suit un comportement et qui accroît la probabilité de ce comportement, de la probabilité que ce comportement soit répété. Donc, par exemple, si votre chat miaule à 6 heures du matin parce qu'il veut que vous lui donniez sa pâtée, si vous le faites, vous allez augmenter la probabilité que le lendemain, il recommence à miauler. Pourquoi? Parce que vous avez associé quelque chose de positif à son comportement, en tout cas de motivant pour lui. Et c'est un peu un engrenage qui va vous faire que vous allez devoir vous lever à 6 heures du matin tous les jours.
En renforcement positif, classiquement, on va utiliser souvent un marqueur sonore et un renforçateur, donc souvent une friandise. Le renforçateur, ça dépend beaucoup de ce qui motive votre animal. Quand c'est un chien, ça peut être de la nourriture, un jouet. Chez le chat, c'est quand même la friandise qui marche le mieux. Mais bien entendu, la rapidité avec laquelle vous allez obtenir des progrès va dépendre directement de sa motivation pour la nourriture. L'utilisation principalement du marqueur sonore va être très très important de timer correctement ce marqueur sonore. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Donc, une habituation, par exemple, à la coupe de griffe, ce serait de prendre votre chat, couper la griffe, qui soit pas forcément très à l'aise, mais que suite à différentes expositions répétées, sa réponse de peur diminue. C'est long. Les protocoles d'habituation, c'est très long et c'est pour ça que très souvent, on va les associer à un conditionnement. Donc, on va faire des protocoles d'habituation-conditionnement. Dans tous ces protocoles, le risque, bien entendu, c'est de frôler trop avec le rouge et au lieu de prendre cette zone orange et de la transformer en verte, vous allez prendre cette zone orange et la transformer en rouge. Et ça, c'est absolument ce qu'on essaye d'éviter. Mais vous allez voir que ce n'est pas si facile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre dans de bonnes conditions avant même de commencer son protocole. Donc, je vous lance la vidéo. J'ai laissé le son exprès. Donc, vous voyez, là, je viens de mettre Coco sur la table. C'est une nouvelle table. Je n'ai pas fait de séance de coupe de griffe avec lui depuis au moins 6 mois. Et il n'est jamais monté sur cette table parce que c'est un nouvel... j'ai emménagé dans mon appartement il n'y a pas longtemps. Donc, tout est nouveau pour lui. Alors, juste pour vous faire le petit débrief, au moment où j'ai mis sur la table, il y a mon bosseron qui a fait du bruit. Mon bosseron, il a la délicatesse d'un mec bourré à 6 heures du matin. Et mon chat n'a pas du tout apprécié. Donc, il a vraiment eu peur. Et on peut voir sur la vidéo que vraiment son langage corporel est vraiment un symptôme de peur. Il est tout abaissé, il est inhibé, comme on disait tout à l'heure, pas confortable. Là, le risque, c'était que je puisse plus jamais le faire monter sur cette table parce qu'il l'aurait associé par conditionnement classique à mon bosseron. Là, c'est risqué. Là, la question se pose de est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Bon, moi, je connais Coco, donc c'est mon chat. Coco, je l'ai adopté, il avait 2 ans à peu près, c'était un chat adulte. Il avait été abandonné à la SPA parce qu'il aurait attaqué au visage le petit enfant de la maison. Mais c'est vrai que chez moi, ça a toujours un chat qui a été très motivé, pas très délicat. Vous allez voir, il donne un peu des coups de patte, il mordit un peu, mais c'est plutôt un chat volontaire et qui est assez résilient. Donc, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer et de ne pas s'arrêter sur cette mauvaise expérience qui aurait pu être plus embêtant qu'autre chose. Hop. Donc, j'essaie de le caresser. Comme je disais tout à l'heure, le fait de caresser, ça peut rajouter des petites gouttes et pour certains chats, ça va pas être une bonne idée. Là, encore une fois, c'est mon chat, je le connais bien et je me doutais bien que ça allait l'aider à s'apaiser. Et donc là, vous voyez, au début, il touchait pas du tout les friandises et là, il a recommencé à manger. Donc, je me suis dit, bon, on retourne un peu vers le vert. Vous entendez là mon cavalier qui couine, qui est outré, mais sincèrement outré que les bouts de canard ne soient pas pour lui. Et soit pour mon chat. Malheureusement, je ne pouvais pas lui donner de jouet d'occupation ou lui demander autre chose à ce moment-là, mais ça aurait été l'idéal. Voilà. Là, on voit que Coton s'est déjà vachement redressé. Il est très motivé, très intéressé par la nourriture. Sa posture est vachement plus détendue. Là, on m'entend cliquer. Et mon chien qui est sur mes genoux, on m'entend cliquer aussi, et ça l'intéresse beaucoup parce que j'utilise les mêmes marqueurs avec eux. Et donc, la première étape, je commence à prendre la patte parce que je vois que son état émotionnel est retourné dans le vert. Et au début, juste, je prends la patte, je clique et je donne la friandise. Le fait de cliquer, au moment de la manipulation, ça permet de me donner quelques secondes de rab pour donner la friandise. C'est impossible de faire la bonne manipulation et en même temps donner la friandise. Donc, en fait, le marqueur sonore, il peut permettre d'annoncer que vous allez donner une friandise. Là, je suis déjà passée à l'étape 2, c'est-à-dire j'extériorise une griffe. Je la garde quelques secondes et puis j'arrête. On voit les mouvements de queue qui augmentent un petit peu. Ça peut être du stress, ça peut être de l'excitation. Chez Coco, clairement, c'est de l'excitation. La nourriture et notamment les bouts de canard séchés, là, ça le motive vraiment, vraiment beaucoup. Là, vous allez voir, je crois qu'il va, voilà, il va mordiller légèrement le doigt. Donc, est-ce que je l'ai embêté? Est-ce qu'il a senti l'odeur de canard sur mes doigts? Je pense qu'il y a un peu des deux. Vous la voyez, il me chope la main
pour que je lui donne son jus de canard. Moi, j'aime bien me mettre dans cette position-là, donc c'est-à-dire sur le côté avec le chat parallèle à moi. Et je commence toujours par la patte gauche parce que étant droitière, c'est plus facile pour moi. Là, j'ai approché le coupe-griffe, j'ai cliqué, je lui ai donné une friandise. Là, je fais exprès de manipuler devant lui. Vous voyez, il s'y intéresse un petit peu, il renifle. Je clique, je donne une friandise. Mon chien qui continue de couiner. Bon, là, vous voyez, Coco, il pourrait partir s'il voulait. Si la séance était trop pour lui, il aurait amplement le temps de partir. Je recommence, un peu plus simple que juste avant. Vous voyez que j'essaie de faire un minimum de contention. Donc, pour couper la griffe, moi, je suis intimement persuadée qu'il ne faut tenir que la patte. On est obligé de tenir la patte parce qu'on doit extérioriser la griffe. Mais le chat, comme c'est une proie, plus on va essayer de le contenir, plus il va se débattre. Donc, plus vous allez vouloir le coincer, plus ça va être catastrophique. Donc là, vous voyez, j'ai pu couper une griffe. J'ai cliqué un peu tard, mais j'ai cliqué un peu tard parce que bon, il n'était vraiment pas perturbé par ce que je faisais. Là, il ronronne, il se met à ronronner. Donc voilà, petite mini câlin. Il est tellement beau et je ne peux pas lui résister. Donc, toutes les techniques qui sont de mettre le chat en burrito, etc., moi, je ne suis pas vraiment fan. Je pense vraiment qu'on doit pouvoir lui donner l'opportunité au chat de partir si c'est trop pour lui. Je reprends toujours l'exemple, moi, du dentiste. Moi, je déteste aller chez le dentiste, donc ça me parle tout particulièrement. Bon, vous voyez, là, j'ai refait une coupe de griffe et puis je me suis dit que bon, quand même, ça a été suffisant. J'allais pas pousser le bouchon trop loin non plus. Mais si vous allez chez le dentiste, par exemple en Chine, et que vous ne parlez pas chinois, que votre dentiste ne parle pas français, qu'on vous attache à la chaise et qu'on fait les manipulations, ça va être extrêmement anxiogène pour vous et il y a fort à parier que vous n'allez plus jamais vouloir remettre les pieds chez le dentiste. Alors que si vous allez chez le dentiste et il vous dit, écoutez, si jamais à un moment ça vous fait mal ou que vous avez besoin de faire une pause, vous levez la main et j'arrête. Vous imaginez la différence que ça fait sur vous. Et en fait, sur votre chat, sur votre chien, c'est la même chose. Donc, si à un moment, on voit qu'il monte en niveau d'émotion et qu'il ne va plus réussir à se contrôler, il vaut mieux arrêter, lui laisser le temps de souffler, voir s'il veut bien continuer ou pas. Et dans le doute, on arrête quoi. Et c'est tellement mieux pour lui et c'est tellement mieux pour vous et votre relation. Et surtout, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus vite. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est un peu dur à comprendre. Mais en fait, plus on va prendre notre temps, plus au final, ce sera efficace. Donc, l'habituation, la différence entre juste l'habituation et l'habituation conditionnement, c'est l'habituation, par exemple, c'est vous allez sortir la caisse de transport et la laisser sortie quelques jours avant la consultation. Et le conditionnement, ça va être de mettre quelques friandises dans cette caisse, tout simplement. C'est faire une association positive entre la manipulation et l'objet, et une activité agréable comme le fait de manger des friandises. J'ai juste remis cette petite vidéo parce que c'est quand même une question qu'on a souvent. Donc, où est-ce qu'il faut couper ? Il faut éviter la petite partie rosée. La partie rosée, c'est là où vous avez le nerf et le vaisseau. Donc, si vous coupez là, ça va faire mal au chat et c'est le meilleur moyen de lui déclencher une phobie post-traumatique. D'accord ? Les grands principes de ces protocoles, c'est qu'il faut toujours décomposer la difficulté. Donc, il faut prendre le temps de bien installer le chat, de l'habituer à lui tenir la patte, de sortir une griffe, d'approcher l'objet, de couper une griffe, de couper toutes les griffes. Et chaque étape, vous allez devoir prendre de plus en plus de temps. Donc, au début, tenir la patte, vous allez la tenir 1 seconde, puis 3 secondes, puis 5 secondes, puis 10, etc., etc., etc. Pour ceux que ça intéresse, je remettrai la vidéo d'avant en entier, non éditée sur mon site internet, parce que c'est intéressant de voir le vrai rythme. Voilà, là, j'ai un petit peu coupé des parties parce que je ne pouvais pas prendre 5 minutes en entier à vous montrer ça ce soir. Mais il y a quand même un rythme à respecter. Il ne faut pas aller trop vite. C'est quelque chose que je n'avais pas fait sur lui depuis 6 mois, mais on voit bien que c'est un chat qui a déjà été entraîné. Là, j'ai pu faire ça en une séance, mais si vous n'avez jamais fait ça avec votre chat, la probabilité que vous arriviez en une séance à couper les griffes, elle est très faible. C'est normal. Je pense que pour un chat qui n'a jamais été traumatisé de la coupe de griffes, simplement qui n'a pas été habitué, vous devez pouvoir y arriver en une dizaine de séances.
D'accord. Et c'est important d'avoir un petit peu des objectifs en temps pour monitorer est-ce qu'on est toujours dans une progression normale ou pas. Et il ne faut pas faire des séances, je pense, trop rapprochées et surtout pas trop longues. 5 minutes, c'est vraiment déjà beaucoup. Et ça m'a pris 5 minutes parce qu'au début, il n'était pas bien et donc j'ai pris une bonne minute à le calmer. Mais voilà, cela étant dit, je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce temps et d'avoir insisté quand même un petit peu parce que si j'avais fini alors qu'il n'était pas bien, bah, la dernière chose qu'il aurait gardé en tête, c'est que c'était vraiment pas cool cette histoire et ça aurait été beaucoup plus dur de recommencer après. C'est un peu comme si vous prenez l'avion, il y a des turbulences en plein milieu du vol, bon, et finalement, après, il n'y en a plus et vous atterrissez, tout s'est bien passé. C'est un peu différent que si vous prenez l'avion, à la toute fin, il y a des turbulences et vous restez sur cette mauvaise image de votre vol. Donc, une mini-séance 3 fois par semaine, je trouve que c'est un bon rythme. Après, c'est à adapter à l'individu. Donc, il y a des chats qui vont être hyper demandeurs et qui vont pouvoir bosser tous les jours et des chats beaucoup moins. Et donc, il va falloir le faire moins souvent. Mais en tout cas, gardez cette idée en tête que 10 séances, c'est vraiment pas mal. La prise de médicaments, ça c'est une demande aussi très fréquente, donc j'ai pas pu tout aborder ce soir, j'ai juste repris des grands thèmes, mais ça c'est vraiment très important et quand on parle de soins, bah forcément on va parler à un moment de médicaments. Donc bien sûr on peut piler le médicament et le mettre dans la nourriture, le problème étant que le chat est très sensible au goût amer et que surtout il est néophobe. Donc en fait si votre chat n'a jamais pris de pâté, c'est pas du jour au lendemain qu'il va s'y habituer. Il faut essayer différents pâtés pour voir quelles sont ses préférences. Éventuellement, vous pouvez essayer la double cachette. Donc, la double cachette, c'est de cacher le médicament, par exemple, dans de la tapenade d'olive, et la tapenade d'olive, la mélanger à de la pâtée. Voilà, pour essayer de perdre un peu le chat dans tous ces goûts différents. Mais surtout, l'idéal, c'est de ritualiser. Et c'est pas tant le moment où on va devoir lui donner un médicament, mais c'est de prendre l'habitude, par exemple, tous les soirs, donner une cuillère à café de pâté. Et s'il a fait ça 20 fois de suite et qu'il n'y avait pas de médicament dedans, peut-être que la fois où il y en aura, il va être tellement ritualisé qu'il va manger quand même et ça va beaucoup moins le déranger. Et ça, vraiment, je peux que vous le conseiller. Bien sûr, on n'a pas toujours l'occasion et le temps de le faire ça, et donc on va parfois devoir donner le médicament directement en gueule. Encore une fois, on essaie de faire un minimum de contention. Donc moi, quand je donne un médicament, j'essaie de ne tenir que la tête de l'animal. On va lui ouvrir la gueule et déposer le petit médicament le plus loin possible. Pourquoi ? Parce que je parlais des papilles gustatives tout à l'heure. Chez le chat, vous avez les papilles sucrées-salées au début de la langue, mais vous avez les papilles amères au fond de la langue. Et donc, le challenge, ça va être de déposer le petit médicament au-delà de ses papilles, donc vraiment très profondément dans la gorge. Et c'est une manipulation à laquelle je pense qu'il faut s'entraîner et s'habituer. Là, je vous montre sur coton. Donc, sur coton, j'ai pris une petite croquette pour chaton. Je trouve que c'est une bonne taille et c'est vachement plus intéressant de les entraîner avec des petites croquettes qu'avec vraiment un médicament. Enfin, de toute façon, on ne va pas donner un médicament à un animal qui n'en a pas besoin. Donc voilà, je ne tiens que la tête. Je vais la mettre un petit peu en arrière pour pouvoir ouvrir la bouche. J'ouvre avec un doigt en passant mon doigt dans la commissure des lèvres et hop, j'ai jeté la petite friandise. Là, vous voyez, il a dégluti, il n'a pas mâché, donc c'était nickel. Si vous vous ratez et que la petite croquette, elle tombe sur la langue et sur les papilles gustatives, c'est quand même vachement moins pire si c'est une croquette que si c'est un médicament amer. Je vous conseille de vous entraîner malgré tout à cette manipulation quand votre chat n'est pas malade. Imaginez, il a une gingivite et vous devez lui donner des antibiotiques. C'est pas au moment où il a la bouche en feu que vous allez pouvoir l'habituer à une manipulation de la gueule. Après, je pense que ce n'est pas une manipulation qu'il faut faire très régulièrement non plus. Je pense que c'est bien que le chat connaisse et comprenne ce que vous vouliez faire. Il aura plus tendance à se laisser faire quand il aura mal s'il a déjà été habitué à cette manipulation. Mais c'est un peu comme les gens qui entraînent leur chien à se laisser prendre la température rectale. Je ne pense pas qu'il faille mettre un thermomètre à son chien tous les jours. Là, c'est pareil, je ne pense pas qu'il faille manipuler son chat comme ça tous les jours. Il y a beaucoup de chats qui vont être rendus irritables et qui ne vont plus du tout vous laisser les manipuler. Donc, encore une fois, vous devez vous adapter à l'individu, mais faites attention. Coton, il est tellement motivé par la nourriture que je pense que, franchement, je pourrais lui faire ça tous les soirs, il n'y aurait pas de problème. Mais avec d'autres chats, bien moins. On n'oublie pas dans toutes ces manipulations-là ce qui vient avant. Donc, si vous avez pris votre chat comme un bourrin et que vous le posez sur la table, il est déjà pété de trouille, forcément, ça va moins bien se passer, la manipulation en elle-même. Et à chaque fois, on surveille bien les signaux de stress.
Pour les yeux, les oreilles, c'est pareil, je vous ai remis des vidéos. Alors, pour les soins des oreilles, pareil, minimum de contention. Donc, vous voyez quand même que Coton, il est moins à l'aise qu'à la maison. Hein. Là, il est à la clinique. Il est un petit peu couché sur la table, mais ça va encore. Donc là, j'ai pris le pavillon de l'oreille, je l'ai un peu tiré vers l'arrière. Le produit, je l'ai inséré et j'ai visé le museau. Donc, en fait, un peu vers le bas et un peu vers l'avant et l'intérieur. Et là, ce que je fais, c'est qu'après avoir fait une pression de produit, je masse le conduit auditif, donc en fait qui est sous l'oreille. Ça sert à rien de masser le pavillon, il faut masser en dessous. Là, c'est juste une répétition. J'ai pas réellement mis de produit dans l'oreille de Coton, mais si c'est le cas, donc vous massez idéalement 30 secondes et ensuite vous enlevez les mains. Le chat va se secouer et c'est à ce moment-là que le produit va ressortir avec potentiellement les saletés qu'il y avait à l'intérieur. C'est pareil, si vous essayez de toucher l'oreille de votre chat la première fois quand il a une otite, ben on peut bien comprendre que pour lui, ça va pas forcément être très facile et qu'il va pas forcément se laisser faire. Pour les yeux, c'est le même principe. On manipule et on fait une contention la moins invasive possible. Là, je mets un petit peu la tête en arrière, c'est pareil. Là, j'ai essayé de mettre les petites gouttes donc dans la poche conjonctivale, donc un petit peu entre l'œil et la paupière. Vous voyez, pas de souci. Là, je me rate. Et boum, réaction, la goutte, elle est tombée directement sur la cornée. Donc, ça lui a fait sans doute froid et puis un peu peur. Donc, ça, c'est pas idéal. On le voit beaucoup se lécher. Oui, le fait de se lécher les babines, ça peut être un signal de stress. Mais là, dans ce contexte-là, il y a un canal qui va relier le coin de l'œil à la bouche et au nez. Et donc, en fait, tout simplement, le produit a coulé dans sa bouche. Et donc là, il a une sorte de goût pas très agréable dans la bouche. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Donc, il ne faut pas tout surinterpréter non plus. La différence alors entre ces deux protocoles dont je vous ai parlé, l'habituation-conditionnement et la désensibilisation contre-conditionnement, c'est quoi? C'est qu'on ne part pas de la même chose. Là, ce que je vous ai montré, c'est uniquement des vidéos d'habituation-conditionnement. En tout cas, je le pense, parce que je n'ai pas eu Coton depuis qu'il était tout petit, donc peut-être qu'il a été traumatisé, mais vu ses réactions et vu sa rapidité d'apprentissage, je ne pense pas. J'ai pas de vidéo de désensibilisation contre conditionnement parce que le chat est souvent tellement mal en consultation qu'on n'a pas l'occasion de le faire. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je les regarderai avec plaisir. Moi, j'aime bien cette image-là. Ça parlera peut-être plus ou moins à certains d'entre vous, mais c'est l'image du tableau blanc. Quand vous avez un tableau blanc d'écolier, par exemple, quand il est neuf, il est hyper beau, il est tout blanc, il scintille, il brille, il est nickel. Vous allez pouvoir écrire dessus et il y aura juste ce que vous avez écrit. Quand vous avez un chat qui a déjà été traumatisé, donc comme quelqu'un qui a déjà eu un accident d'avion, vous allez pouvoir essayer d'effacer l'encre qui a été mise précédemment, mais vous n'allez jamais pouvoir revenir à ce tableau blanc initial. Même si le marqueur n'est théoriquement pas indélébile, il va laisser des traces. Et la mémoire, c'est ça. Vous n'allez jamais pouvoir faire oublier à votre chat qu'il a eu un traumatisme par le passé. Et donc, peu importe les exercices que vous allez mettre en place, ça va améliorer les choses, mais s'imaginer un retour à zéro, c'est utopiste et c'est pas l'objectif qu'il faut avoir. D'accord ? Les particularités de la visite médicale, l'environnement clinique, il est particulièrement anxiogène. Il y a plus de bruit, il y a plus d'odeur, il y a le veto qui est pas spécialement rassurant pour le chat, il y a plus de passages, il y a certainement beaucoup plus de douleur, parce que souvent quand on emmène le chat en clinique, c'est qu'il est malade. Donc l'environnement, c'est pas top. On fait ce qu'on peut pour le contrôler, mais c'est forcément moins bien qu'à la maison. On comprend bien que si on veut que le chat se laisse faire chez le vétérinaire, donc dans un environnement qui n'est pas le sien, et l'environnement est encore une fois capital pour le chat qui est territorial, à partir du moment où vous sortez de son territoire, il perd tous ses repères. Avec quelqu'un qui n'est plus son propriétaire, qui est un vétérinaire, il va forcément moins se laisser faire qu'avec vous. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir essayé de l'habituer au maximum à être porté, parce qu'on va devoir le mettre sur la balance, par exemple, d'être manipulé. La contention pour la prise de griffe, elle s'approche déjà un petit peu à une contention pour une prise de sang, par exemple, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que le chat se laisse faire en clinique s'il ne se laisse pas faire à la maison. C'est très, très important de commencer par le commencement. Il faut bien planifier vos consultations. Donc, en général, on dit un motif, une consultation. Si vous venez avec une liste de 6 problèmes, déjà, vous imaginez que le nombre de gouttes va augmenter considérablement et ça va favoriser la sensibilisation de votre chat. Il faut bien anticiper. Donc, c'est vrai que si vous avez mis, par exemple, 45 minutes à mettre votre chat dans la caisse parce qu'il déteste la caisse ou qu'il l'a jamais vue et que ça lui fait un peu peur, il va forcément arriver très stressé en consultation. Alors que si on l'avait bien choisi et amené de manière
positive avant, forcément déjà ça change tout. Là, c'est la vidéo d'une de mes consoeurs, Dr Kaira. Elle a appris à son petit chaton à aller dans sa caisse sur demande. Voilà. Donc là, au début, elle a enlevé le couvercle du panier, ce qui est vraiment une très bonne idée parce qu'elle a décomposé la difficulté en faisant ça. Et là, vous voyez, elle a rajouté le couvercle et il y va sur demande. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour leur apprendre. Là, il est tout petit. Il n'a jamais été traumatisé. C'est clairement une habituation conditionnement. Au début, on ne le voit pas sur les vidéos, mais en fait, elle l'a leurré. Donc, elle a pris une petite cuillère avec du pâté et au début, elle l'a guidé jusqu'à la caisse. Et quand il est rentré dans la caisse, là, il cliquait et elle donnait la friandise. Et au fur et à mesure, on a un chat qui rentre comme ça volontairement dans sa caisse. Lui, il a appris très, très vite. C'est très intéressant de prendre quelques secondes pour s'arrêter sur la caisse de transport. Il y a une étude, notamment de 2018, qui a étudié l'impact de l'abord de la caisse pour le chat. Les vétérinaires, donc les chercheurs, ont pris 2 groupes de chats qui allaient chez les vétérinaires et il y a un groupe auquel on a appris à aller volontairement dans la caisse et un autre groupe auquel on n'a pas appris. Et il y avait des différences significatives entre le score de stress du chat pendant le trajet, la température corporelle du chat après le trajet. Les consultations étaient plus rapides pour les chats qui avaient été habitués à aller dans leur caisse. Donc voilà, il y a plein de bénéfices et c'est quand même tout con. On se dit, on va pouvoir faire passer à notre chat une séance veto beaucoup plus agréable juste en lui ayant appris à aller dans sa caisse, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le modèle est quand même super important et donc si votre chat ne s'est pas encore rentré dans sa caisse tout seul, on va pouvoir l'y mettre de manière un petit peu moins anxiogène que ce qu'on peut faire parfois. Mais pour ça, le modèle, il est capital. Les caisses qui s'affaissent sur elles-mêmes, les caisses qui mettent 3 heures à monter, tout ça, ça va rajouter des petites gouttes à votre chat. Quand ça fait trop de bruit, quand ça leur tombe dessus, c'est vraiment pas confortable pour eux. Là, dans cette vidéo, donc, on est en consultation, c'est toujours avec coton. Là, c'était un petit tapis de léchage dont je vais vous parler après. Donc, je suis allée le prendre. Il était en train de se balader tranquillement. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le chat, je prends les pattes arrière du chat et la queue, et vous allez voir, je vais le faire rentrer par l'arrière plutôt que le faire rentrer par l'avant. Là où j'ai mal joué, c'est que bon, coton, il est cool, donc il n'y a pas de problème. Mais si ça avait été un chat de client, j'aurais dû enlever la porte de la caisse avant pour essayer de manipuler le chat le moins longtemps possible. Et là, je le glisse dans sa caisse, qui est un chouïa trop petite pour lui d'ailleurs. Et ça se passe très bien. Souvent, on va pas se mentir, quand le chat est en consultation, il rentre plutôt volontairement dans sa caisse parce qu'il n'a qu'une envie, c'est se barrer. Mais cette technique-là, elle est intéressante à utiliser quand vous êtes à la maison pour pas avoir à se battre avec le chat. En fait, quand on essaye de le mettre tête la première, le chat, il voit arriver la caisse, il voit arriver cet endroit tout confiné, il n'a pas du tout envie d'y aller, donc il va freiner des cas de fer. Alors que si vous l'y glissez comme ça, il va pas voir vraiment ce qui se passe et ce sera beaucoup moins anxiogène pour lui. Pendant la visite, il faut bien communiquer avec son vétérinaire et notamment expliquer les raisons de votre visite en début de consultation. Moi, ce qui m'arrivait souvent quand je faisais des vaccins, c'est que j'avais des chats pas toujours faciles, en tout cas pas toujours à l'aise. On faisait le vaccin, ça se passait OK, j'allais le peser, ça se passait OK, je le remettais en caisse, je voyais bien qu'il fallait s'arrêter là. Je retournais m'asseoir, je collais les vignettes sur le passeport, etc. Et là, on me demande « Ah, est-ce que vous pouvez couper les griffes ?» C'est pas idéal. C'est pas idéal. Peut-être qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt avant que le champ d'agression ne se dilate encore. Mais si on y retourne à ce moment-là, la probabilité d'agression, elle a vachement augmenté. Donc, n'hésitez pas. Tout ce que vous voulez être fait, à le signaler au début. Ce ne sera pas forcément possible, mais c'est la condition optimum. Bien communiquer avec son chat, donc ne pas le gronder parfois quand le chat va commencer à feuler ou à miauler un petit peu pas à l'aise. Il y a certains propriétaires qui vont gronder leur chat. Comme je le disais au tout début, le chat n'est pas une espèce sociale. Le gronder n'a pas de sens éthologique. La punition chez le chat ne doit pas exister. Il va forcément le prendre comme une attaque et il n'en tirera rien de positif. Dans tous les cas, dans un contexte de soins, je suis intimement persuadée qu'il ne faut jamais punir un animal, que ce soit un chat ou un chien, mais c'est d'autant plus vrai chez le chat. Et il ne faut pas non plus caresser à l'excès, parce que le risque, c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure, on pourrait dilater son champ d'agression.
Il faut pas se vexer. Le chat, donc c'est une proie et son système de réponse à la peur va être très différent de celui du chien. Et souvent, le propriétaire ne comprend pas. Donc, quand on remet le chat dans la caisse et que c'est eux qui vont fermer la porte de la caisse, le chat va potentiellement parfois les agresser. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais c'est moi, tu me reconnais pas ?» Non. À ce moment-là, le chat ne vous reconnaît pas. Et ce qu'il faut se dire, c'est que son agression, elle est involontaire. C'est son amygdale, dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui envoie des signaux d'alerte trop importants et la partie de raison de son cerveau, qui est le cortex préfrontal, ne peut plus intervenir. Donc, il va vraiment réagir de manière très instinctive et il ne vous reconnaît plus. Donc, ne le prenez pas pour vous, laissez du temps à votre chat pour souffler et ça ira beaucoup mieux par la suite. Le premier contact, c'est super important. Il faut partir sur de bonnes bases, que ce soit le veto ou que ce soit vous qui sortiez le chat de la caisse. Souvent, quand je fais ça, je vois la panique dans les yeux des propriétaires. Parce que vous allez voir, je vais incliner la caisse. Je préfère 1000 fois faire ça plutôt que devoir mettre la main au fond de la caisse, attraper le chat et le tirer. Je trouve que c'est super anxiogène. Alors que quand on fait ça, ça fait un peu peur, mais en fait, le chat, il descend de manière hyper fluide. Et c'est beaucoup mieux pour lui. Pendant la visite, donc, il faut essayer d'avoir un maximum d'expériences positives et pas seulement des expériences neutres. Donc, si on le peut, il faut que le chat puisse jouer, manger, explorer. À la fin de l'examen clinique, si je trouve que le chat est dans un état émotionnel qui le permet, je le laisse se balader dans la consultation. C'est hyper, hyper important. On peut essayer de le distraire aussi avec des distractions soit sensorielles, soit cognitives. Donc, sensorielles, ça peut être demander au propriétaire de gratouiller le chat pendant qu'on va faire l'injection, par exemple. Ou cognitif, ça va être mettre un petit tapis de léchage, comme il y avait tout à l'heure pour coton. Et donc, en fait, proposer au chat de lécher de la pâtée pendant qu'on va soit le manipuler, soit écouter le cœur, soit éventuellement faire l'injection. Il ne faut pas hésiter à médicaliser, voire à sédater l'animal, faire une petite anesthésie gazeuse rapide pour prévenir une sensibilisation. Parce que je reviens à l'image de mon tableau blanc. Si le chat se traumatise, le retour en arrière ne sera pas possible. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir et sédater ou donner un petit anxiolytique au chat avant la consultation. Pour les soins futurs, ce sera 1000 fois préférable. Dans certains cas, c'est même idéal de reporter. Si on n'a pas le temps, par exemple, de faire une anesthésie gazeuse, il vaut mieux plutôt que de forcer le chat, de le mettre dans une serviette, de faire un burrito et forcer le soin. C'est 1000 fois préférable de le reporter. Les expériences positives, donc ça va être là comme un petit sens de jeu avec ce chat. C'est le même à droite qui se trimousse dans tous les sens, qui est très très à l'aise pendant la consultation. Et au milieu, ça c'est un Maine Coon que j'ai vu en consultation il n'y a pas très longtemps. Il profite, il se balade, pas du tout stressé, très très à l'aise. Là, il va monter sur le bureau, mais comme s'il était chez lui. Hop. Et ça, c'est un autre chat. Donc, vous voyez, il fait du marquage. Il met son odeur sur la table de consultation. Il va se rouler. Enfin, voilà, très à l'aise. Et ça, c'est des expériences pour eux qui sont positives. En conclusion, donc, il y a de nombreux bénéfices à l'entraînement médical. C'est des techniques qui sont quand même relativement simples et c'est toujours les mêmes. Donc, peu importe le soin que vous voulez faire, on va toujours décomposer la difficulté, renforcer, etc., etc. Je vous ai pas développé chaque soin à chaque fois, mais vous pouvez reprendre l'exemple de la coupe de grippe, c'est toujours la même chose. Et ne pas hésiter à mettre des bouchées doubles pour la visite vétérinaire parce qu'il vaut mieux partir d'une émotion très positive parce que si on progresse, on se retrouve peut-être dans un truc un peu neutre, plutôt que si on part du neutre, on va se retrouver dans un truc négatif. Si le vase reste trop petit, et ça c'est possible, ça va s'expliquer. En fait, si votre chat est dans la situation du traumatisme, donc de la phobie post-traumatique, j'ai mon chien sur les genoux qui a sursauté. La phobie post-traumatique, c'est quelque chose qui est pathologique. Quelqu'un qui a vécu un accident d'avion, c'est pas juste en lui donnant des bonbons pour qu'il s'approche de l'avion qu'on va le guérir, d'accord ? Et donc là, potentiellement, une prescription d'un médicament va l'aider à se remettre plus vite de son traumatisme.
C'est là que le vétérinaire comportementaliste notamment intervient. Il n'y a pas toujours des traitements, mais ça peut être le cas. Et le but du traitement, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, ce n'est pas de shooter l'animal. En tout cas, dans ce contexte de protocole, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est de redonner au cerveau de l'animal sa capacité d'apprentissage. On va lui recréer, entre guillemets, une zone orange, d'accord? Parce que l'animal pathologique, en fait, il va passer du vert au rouge en une fraction de seconde. Vous allez le poser sur la table et tout de suite, il ne va pas être bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire grand-chose à ce moment-là. Donc, si avec le traitement, on peut recréer cette zone orange, on va pouvoir faire nos protocoles. Les conseils pratiques, si vous avez un chat qui est déjà sensibilisé, donc on va faire une désensibilisation contre conditionnement. À mon sens, le plus important, dans un premier temps, c'est d'identifier avec certitude les déclencheurs. Parfois, on va commencer le travail un peu trop tard, alors qu'en fait, le chat est déjà dans un niveau de stress important. Donc, n'hésitez pas à vous filmer, par exemple, et à essayer de repérer les signaux dont je vous ai parlé plus haut. Donc, le foiement de la queue, la midriase, les tressaillements de peau. Et vous devez commencer avant tout ça. Changer de matériel. Ça aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, si votre chat a associé une mauvaise expérience à sa caisse de transport, changez la caisse. Ça ne permet pas de repartir à zéro, mais c'est déjà une petite aide éventuelle. Se faire accompagner d'un professionnel, un vétérinaire comportementaliste, idéalement avec aussi un éducateur félin, pour pouvoir faire un joli travail en collaboration. Et en attendant, médicaliser, voire sédater, pour éviter une sensibilisation. En tout cas, une aggravation de la sensibilisation. Il y a des animaux qui sont plus prédisposés que d'autres à développer des phobies post-traumatiques. Donc, le chat qui va être décrit comme timide. Donc, les chats, en fait, qui ont des problèmes sur l'axe de la peur, qui vont avoir peur des environnements nouveaux, des humains. Forcément, chez le vétérinaire, avec un véto qu'il ne connaît pas ou même qu'il connaît mais qu'il ne voit une fois par an, forcément, il va déjà commencer dans un niveau d'état émotionnel pas favorable. Mais aussi les chats, par exemple, décrits comme très actifs, qui vont se frustrer rapidement, qui vont pas supporter l'immobilité, qui vont mal gérer leurs émotions. Là, la gestion globale du problème, elle est indispensable, en fait. Vous ne pouvez pas travailler une phobie post-traumatique si déjà le chat a une phobie sociale, la peur des humains. Il faut commencer par la phobie des humains et ensuite, on travaillera les soins. Ça, c'est une vidéo. C'est pas facile, je sais, de repérer toujours les animaux qui ont des prédispositions, ou en tout cas qui présentent des troubles du comportement. Ça, c'est un chat qui est beaucoup trop à l'aise en consultation. Vous voyez, il a grimpé sur la tour où il y a des produits, où il y a des instruments. Et ça, c'est une exploration qui est exacerbée. Il ne devrait pas être si bien chez le véto. Donc voilà, le message que je voudrais que vous reteniez pour ce soir, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc tout ce que vous pouvez faire pour éviter que votre chat se traumatise, il faut le faire. Et vraiment, c'est pas grand-chose, c'est des mini-séances. Il faut prendre un soin par un soin. Donc d'abord travailler la coupe de griffe, puis le brossage ou inversement selon les facilités. Mais une fois que vous avez le traumatisme qui est installé, c'est vraiment beaucoup plus dur de revenir en arrière. Je vous remercie à tous d'être là. Je remercie aussi ceux qui regarderont en replay. C'était, je pense, dur de rivaliser avec le foot ce soir, mais vous êtes quand même super nombreux à être là, donc ça me fait très plaisir. Je remercie VetinWeb pour m'avoir donné la chance et l'opportunité de discuter de tout ça avec vous ce soir. N'hésitez pas à nous partager sur Instagram et autres les vidéos de vos chats si vous essayez certaines des techniques dont je vous ai parlé ce soir. Ça me ferait plaisir et éventuellement, je pourrais faire un retour si vous le souhaitez. Voilà, je vais quitter le partage d'écran et on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci Alexandra. En tout cas, il y a de nombreuses questions. Donc, je te laisse remonter le fil du chat et tu vas pouvoir retrouver les questions. Je crois que la première question, elle commence avec Hugues à 19h31. Et puis après, tu pourras redescendre au fur et à mesure. Alors, Hugues me disait que c'est pas une habituation, c'est une désensibilisation. Pour l'habituation, il ne faut pas qu'il y ait une sensibilisation. Oui, absolument, c'est tout à fait vrai. C'est exactement ce que j'ai développé par la suite. Je ne sais pas à quel exemple vous faisiez référence, Hugues. Peut-être que j'ai pas été claire, c'est possible, mais c'est complètement vrai. À partir du moment où il y a une expérience traumatisante et où le stimuli n'est pas nouveau, les stimuli ne sont pas nouveaux, en effet, c'est une désensibilisation. Absolument, je suis complètement d'accord parce que vous dites par la suite, les gens s'acharnent à vouloir couper toutes les griffes d'un coup, alors qu'une griffe réussie, c'est top. Je suis parfaitement d'accord et c'est aussi pour ça que pour la suite, j'ai arrêté avec coton au bout de 2 griffes parce que je trouvais que je poussais un peu le bouchon. L'important dans une séance d'entraînement, c'est vraiment le progrès.
c'est pas l'objectif final. Donc en fait, votre séance, elle est réussie si vous avez fait un peu mieux que la fois d'avant, mais certainement pas d'avoir tout fait d'un coup. Alors, comment faire lorsque vous blessez malencontreusement votre chat avec le coupe-griffe? Donc ça, potentiellement, c'est donc une sensibilisation dont parle Hugues. Et donc là, on va plus faire une habituation, mais une désensibilisation. Après, ça dépend vraiment de la résilience du chat. Et donc là, c'est encore l'exemple du vase. Il y a des chats, une seule fois, vous leur faites mal et c'est fini, vous pouvez plus rien faire. Et d'autres chats où finalement, c'est pas dramatique. Pour répondre à la question qui est comment lui redonner confiance au coupe-griffe malgré la douleur et il se laisse faire, mais il se met à bouger aléatoirement, ce qui fait que parfois je le blesse. Il faut que vous preniez confiance en votre geste, et ça c'est super important. Donc je pense que vous devez prolonger une des étapes, qui est le fait d'extérioriser la griffe. Et une fois que vous avez habitué votre chat suffisamment longtemps à être confortable avec la griffe extériorisée, il va moins bouger. Parce que si vous essayez de couper la griffe alors qu'il bouge, forcément là il y a un risque de blessure. Donc le conseil que je pourrais vous donner dans cet exemple précis, c'est d'augmenter l'étape qui est d'extérioriser la griffe et le fait de faire en sorte que le chat soit confortable plus longtemps avec sa griffe extériorisée. Alors, je pense avoir abordé le fait de mettre des gouttes dans les oreilles. J'espère que j'ai répondu à la question, mais sinon, et dans les yeux aussi. Hop, hop. Comment faire pour les chats âgés? Alors, peu importe l'âge, ce qui va vraiment déterminer le protocole, le choix du protocole, c'est vraiment l'expérience. Est-ce qu'il y a eu traumatisme ou pas? Bien entendu, plus le chat est âgé, plus il y a de possibilités qu'il ait été traumatisé. Et dans ce cas-là, on va appliquer donc le protocole de désensibilisation contre conditionnement. Les étapes sont en fait grosso modo les mêmes, mais ça va être plus long. Et je le précise, mais c'est ce que je vous disais à la fin, si le chat est traumatisé, il faut potentiellement, il faut dans tous les cas consulter un vétérinaire comportementaliste, je vous le conseille fortement, et potentiellement associer un traitement pour que le chat puisse apprendre plus vite. Le problème des protocoles de désensibilisation contre conditionnement, si on veut le faire sans médicaments, ça va prendre des mois, voire des années, alors que le but du traitement, c'est que le chat apprenne plus vite, parce qu'on va pouvoir l'aider à gérer mieux son niveau d'état émotionnel. Pour nettoyer le nez, alors là, on peut prendre un coton avec du sérum physiologique et les étapes, ça va être les mêmes. On va d'abord habituer le chat à la manipulation, puis le fait d'approcher le coton. Et puis au début, on va juste poser le coton et pas le laisser trop longtemps. Et au fur et à mesure, on va rendre la manipulation de plus en plus invasive. Mais à chaque fois, on va revalider avec des friandises si c'est ça qui motive votre chat. La référence, oui, donc elle était à la fin du PowerPoint, donc auquel vous aurez accès pour le replay. C'était celle de 2018, alors le nom, il ne faut pas me la demander, je ne m'en souviens plus. Et oui, Martine, vous dites que votre chat était tellement stressé qu'il fallait le tranquilliser avec une anesthésie gazeuse. Malheureusement, c'est le cas quand même de beaucoup de chats. C'est possible de revenir en arrière, mais c'est long et encore une fois, ça demande une médicalisation. Et tout ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas, c'est quand même vachement préférable parce que c'est une vraie atteinte au bien-être, mais de tout le monde. Du chat, du propriétaire, du vétérinaire qui risque de se faire blesser. Donc, je sais bien que c'est traumatisant pour tout le monde. Moi aussi, vous avez vu, j'ai un chat. Je suis très impactée aussi quand ça se passe pas bien pour eux. Il y a un coryza. Oui, vous êtes frustré de devoir imposer des soins et c'est le paradoxe du soin. Hein. On fait quelque chose pour leur bien-être, mais qui vont potentiellement leur causer une souffrance ou en tout cas un inconfort. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de conditionner ou de contre-conditionner. Et l'utilisation de la friandise à ce moment-là, elle permet vraiment d'augmenter la rapidité du protocole et d'avoir un impact sur la mémorisation plus important. J'ai pas eu le temps d'en parler en détail, je peux pas revenir sur tous les processus d'apprentissage, mais c'est vrai que l'avantage de la friandise, quand vous avez une émotion qui est forte, vous allez la mémoriser avec plus d'importance. Par exemple, vous avez un accident de voiture avec une voiture qui est rouge, vous allez voir des voitures rouges partout. En fait, ça, c'est un petit échange entre votre amygdale, donc qui est le centre des émotions dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de votre hippocampe, qui est le centre de la mémoire, dont je vous ai aussi parlé. C'est la Madeleine de Proust. Et donc, en fait, si là, vous créez une émotion forte à votre chat pendant la manipulation, mais qui est une émotion positive, via la nourriture, il va associer le coupe-griffe ou je sais pas quoi à quelque chose de positif via votre friandise, parce qu'il aura, en mangeant cette friandise, ressenti une émotion très intense. Alors,
Oui, nous aussi, on est parfois plus stressés que nos animaux, mais nous aussi, ouais. Je vous conseille, vous prenez un macaron à chaque fois que vous allez chez le veto. Moi, j'aime bien ça, ça marche bien. Pas quand je vais chez le veto, mais pour d'autres circonstances. Est-ce qu'avec un chat ayant déjà été traumatisé lors d'une consultation, lui donner la gabapentine avant une consultation va juste nous aider, nous vétérinaires, ou peut l'aider à réconcilier les visites et éventuellement pouvoir s'en passer par la suite? Donc ça, c'est une question d'un vétérinaire, si j'ai bien compris, donc je vais répondre. Enfin, je sais pas, Esther, si je peux me lancer là-dessus ou pas. Bah, si c'est pas trop long, on peut se lancer. Après, c'est vrai que si il y a trop de questions, on pourra pas répondre à tout, mais allez-y. Je pense qu'il y a de l'attente. La gabapentine, c'est un super outil, notamment chez le chat, parce que c'est un anxiolytique qui n'est pas amnésiant. Donc, c'est pas comme on peut avoir le Valium, le Xanax, etc., qui font un peu comme quand on prend de l'alcool. On va passer une bonne soirée, mais le lendemain matin, on va pas se souvenir de tout. La gabapentine, on pense qu'elle est plutôt, qu'elle favorise l'apprentissage parce qu'elle va diminuer le niveau de stress. Donc, en effet, elle va permettre le soin. Si on donne un dosage plus élevé, donc qui est souvent le cas dans ce qu'on donne avant une consultation, on a un léger effet sédatif, mais c'est vraiment un effet dose. Donc en fait, on peut doser différemment selon ce qu'on souhaite, donc soit une anxiolyse, soit une sédation. Et oui, potentiellement, ça peut aider à réconcilier l'animal avec les visites, mais dans ce cas-là, on est vraiment dans un cadre de désensibilisation où il n'y a pas de contre-conditionnement, puisque potentiellement, on ne va pas apporter de friandises ou autre. Donc, ça va être très long. Vraiment, quand il n'y a pas cette composante conditionnement ou contre-conditionnement, je trouve que c'est beaucoup plus long. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est beaucoup plus long que quand on fait juste l'habituation ou la désensibilisation. Mais voilà, la gabapentine n'est pas qu'un outil pour nous, c'est aussi un outil pour le chat. Le stress des maîtres complique à quel point le comportement animal... Donc, ouais, le stress des maîtres complique à quel point le comportement de l'animal. Honnêtement, moi, je trouve que le stress des propriétaires n'a que très peu d'impact, et je sais que c'est un avis qui est très controversé, mais l'animal est souvent déjà tellement dans sa bulle de stress à lui que même si le propriétaire est stressé, je trouve pas que ça impacte tant que ça. Ce qui va vraiment être compliqué, notamment pour le chat, c'est les manipulations. Parfois, les propriétaires ont des caresses un peu anxiogènes. Mon bébé, t'inquiète pas, ça va aller. Là, oui, forcément, ça complique les choses. Mais le propriétaire est loin d'être la première source de stress chez le chat. Vraiment, vraiment pas. Pourriez-vous faire la même intervention avec les chiens? Ah, ça, c'est à Esther qu'il faut demander. Tout est possible. Mais on a déjà fait plusieurs conférences sur le comportement, mais là vraiment sur le medical training, pas. Donc pourquoi pas? On fera peut-être une prochaine conférence avec Alexandra sur le medical training du chien. Pas de souci. Mais c'est vrai que honnêtement, c'est un sujet qui est, je trouve, génial. Je pourrais en parler des heures et je pense que vous avez vu. Mais mon chien, moi, par exemple, il a commencé à faire des crises d'épilepsie il n'y a pas longtemps. J'ai dû l'amener voir mes collègues faire un IRM, une prise de sang. Le fait qu'il puisse faire sa prise de sang sans stress, sans contention, c'était extraordinaire, même pour moi. Enfin, et là aussi, moi aussi, j'étais stressée, vous imaginez pas. Donc, on peut se contrôler comme on peut, mais c'est vrai que le travail, c'est quelque chose de génial, quoi. Et quand je vois mon chien descendre de sa plateforme et me dire, écoute, là, il faut que tu arrêtes, je me sens pas bien, j'ai besoin de faire une pause, c'est génial, quoi. Et quand mon chat, il retire sa patte et que, voilà, il me dit, non, là, tu me saoules un peu trop. Enfin, c'est vraiment un moment de partage qui est super intéressant avec son chat. Des massages ou des points d'acupuncture pour tranquilliser les chats plutôt que donner des traitements. C'est loin d'être ma spécialité. C'est vraiment des médecines qui sont complémentaires. Il y a, à ma connaissance, aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité de ces techniques, notamment pour des cas de protocole d'habituation ou de désensibilisation aux soins. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pratiquer une médecine basée sur les preuves. Donc, pourquoi pas en complément, mais tout seul, personnellement, je n'irai pas. Alors, Hugues disait aussi la gabapentine, c'est bien, mais s'il y a un travail derrière, je suis pas entièrement d'accord non plus. La gabapentine, dans tous les cas, elle va permettre de diminuer le niveau de stress du chat. Et c'est comme si un chat en fait avait une patte cassée. On va prescrire par exemple un antidouleur. L'idéal, c'est de faire une rééducation. Mais même si vous faites pas la rééducation et qu'on a juste donné l'antidouleur, en fait, le niveau de stress du chat, il va être amoindri, quoi. Et pour son bien-être à lui, bah, c'est déjà vachement positif, quoi. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de s'investir. Mais même si on veut pas s'investir, il faut pas laisser son chat souffrir. Et là, ça bug un petit peu, j'arrive plus à remonter. Alors, si c'est bon.
Tu me dis, Esther, quand on est timé. Oui, 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 encore, on va pouvoir finir, je pense. Il y a, euh, Ah ben j'ai presque fini, hein. ouais, ouais, c'est ça. Son intervention dans l'écosocialisme. Comment habiter Pourriez-vous faire une intervention sur les transports avec les chats? Ok. On pourrait, mais de toute façon, tout ce que j'ai abordé aujourd'hui, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, bon. Et comment habituer chien ou chat au plateau que vous utilisez, c'est pareil, ça c'est vraiment c'est le niveau au-dessus. C'est le niveau au-dessus de l'entraînement médical pour moi, c'est d'associer un marqueur qui va être neutre et qu'on va associer de manière positive. Donc là, sur la vidéo de mon chien, on a vu rapidement, mais l'idée c'est qu'en fait, dès que je pose le plateau par terre, tout de suite, il a envie de monter dessus. Et donc ça, c'est en effet tout un entraînement. Et ce petit plateau, il a l'avantage qu'on va pouvoir l'introduire à la maison et après, on va pouvoir l'amener chez le veto. Et en fait, on va pouvoir, grâce à ça, transférer la confiance que le chien a en son propriétaire, en son veto. Et ça, c'est super intéressant, mais ça, il faudrait 1 heure pour que je puisse l'expliquer correctement. Donc, malheureusement, je ne vais pas me lancer là-dessus aujourd'hui. Voilà, du coup, je pense que j'ai plus ou moins répondu à toutes les consultations. Il y a la ça GABA permet de ne pas ajouter une mauvaise expérience en fait et donc d'éviter la sensibilisation. Oui, et elle permet aussi d'amoindrir le niveau de stress sur un chat déjà sensibilisé. Voilà. Notamment quand on a l'effet sédatif. Hein. On va pas se mentir, il y a des chats qu'on doit presque sédater pour pouvoir soigner, mais en effet, on évite une aggravation dans tous les cas. Et j'avais juste vu autre chose. Oui, sans ordonnance avant les consultations, existe-t-il quelque chose d'efficace? C'est très controversé, il y a beaucoup de produits. Après, moi, je pense sincèrement que quand il y a une vraie souffrance, donc quand il y a un traumatisme, il faut un vrai médicament. Tout ce que vous pouvez avoir sans ordonnance, c'est très bien pour éviter la sensibilisation, comme dit Hugues, et éviter le traumatisme. Donc, Pet School, donc lingettes, diffuseurs d'aromathérapie. On peut avoir aussi des diffuseurs de phéromones. On peut avoir des compléments alimentaires avec du magnésium, etc. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, il faut bien faire cette distinction entre normal et pathologique, quoi. Je vous en prie, merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. Je vois qu'il y a des demandes de sujets, donc je note. Ils veulent un niveau 2 pour le plateau. Et puis d'autres demandes sur des maladies bien spécifiques. En tout cas, je vous mets tout de suite dans le chat le lien de la page YouTube de MyVetShop. Et là, vous pourrez retrouver les anciennes conférences sur plein de sujets, sur le chat et sur le chien. Donc, si vous avez envie, il n'y a peut-être pas tous les sujets que vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez peut-être retrouver des sujets qui vous intéressent. Et en tout cas, il y a des conférences passionnantes. Donc, allez-y. Et puis, restez attentifs à vos mails aussi. On a une autre conférence sur le chat dans un autre domaine à la rentrée. Donc, vous recevrez ça. En tout cas, vous allez recevoir le replay pour ceux qui ont peut-être loupé le début ou qui veulent réécouter. Vous allez avoir le replay et on le mettra aussi sur notre page YouTube. Et puis, il y a toutes les vidéos que Alexandra a dans sa page et on n'hésitera pas aussi à diffuser ça sur les réseaux sociaux MyVetShop. Vous pourrez retrouver les liens. En tout cas, on voit que ça suscite beaucoup d'intérêt et de questions encore et de remerciements. Donc, en tout cas, c'était une conférence vraiment riche, complète. Peut-être qu'on fera une suite. En tout cas, je pense que ça a répondu déjà à beaucoup de questions et en effet, c'est un sujet vaste. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir Alexandra. C'était sympa. Un plaisir. Je pense qu'il sera renouvelé pour d'autres thèmes. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent fidèlement, on se retrouve après l'été pour d'autres sujets. Comme je vous l'ai mis, vous pouvez retrouver sur la page YouTube de MyVetShop d'autres conférences. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.